Alors je suis avec notre partenaire Physiofirme et APCSE en contact et au service des CSE depuis 15 ans, donc même du temps des CE. On a abordé les relations entre les acteurs du dialogue social dans l'entreprise et avec Maude Agostini. Rebonjour Maude. Bonjour Jacques. On va aborder les différents points de vigilance qu'on doit avoir pour améliorer ou pour au moins maintenir une qualité de vie au travail. Alors on a des outils, on a des indicateurs, et quels sont les points qui doivent particulièrement attirer l'attention des élus pour maintenir une qualité de vie au travail? Alors effectivement, on parlait des indicateurs, donc premier élément, c'est de pouvoir avoir une vision sur un certain nombre d'indicateurs. Les premiers que l'on cite, que l'on regarde en matière de qualité de vie au travail, c'est bien sûr, il y a l'absentéisme, et puis le turnover aussi. L'absentéisme, c'est vraiment... ça fait déjà pas mal d'années, il y a une étude qui était sortie de la NDRH qui disait que 50% de l'absentéisme pour maladie et accident du travail était lié à des problèmes d'organisation, de conditions de travail et de risques psychosociaux. Donc quand on pense à la qualité de vie au travail, c'est important de suivre l'absentéisme. Alors qu'est-ce qu'on entend derrière absentéisme? C'est notamment, par exemple, le premier absentéisme en matière de santé au travail, c'est l'absentéisme pour maladie et accident du travail. Donc c'est suivre ce taux, par exemple, le suivre de manière annuelle, le comparer à des données nationales, par exemple, ou par secteur, mais pas uniquement. C'est suivre aussi, essayer d'avoir ce taux d'absentéisme, essayer de le qualifier avec l'affiner par service, par catégorie socio-professionnelle, par statut, par type de métier. Pourquoi le suivre? Parce que si on peut le suivre, soit si possible par mois, voire aller tous les trimestres à minima. Pourquoi? Parce que ça permet à un moment donné d'avoir une veille sur des situations qui pourraient soit se dégrader, donc sur lesquelles il faudra agir, en tout cas les creuser derrière. Ça serait un peu une forme de thermomètre. Si on commence à aller vers du 38, 39, voire 40, là, il faut aller voir ce qui se passe concrètement, voilà, pour soigner. Donc, c'est suivre voilà, cet élément aussi bien global, mais affiné et régulièrement, pour savoir s'il y a une situation qui se dégrade et aller questionner, voir se renseigner, aller sur le terrain après, utiliser ces visites, inspections ou enquêtes pour aller voir sur le terrain ce qui se passe. Mais voir aussi, quand on met en place des actions de prévention, de qualité ou d'amélioration de la qualité de vie au travail, l'absentéisme peut être un indicateur de est-ce que mes actions ont un impact ou pas. Et donc, ça ajuster aussi les actions de prévention, par exemple. Oui, et savoir, et arriver à déterminer si on a un absentéisme qui est dû à l'organisation de l'entreprise, au management du service, ou à des pathologies particulières qui pourraient faire naître une exposition à des produits, qui pourraient faire naître des déplacements. Par exemple, on avait eu une entreprise ici qui nous a peut-être importé un peu la Covid avec des salariés qui revenaient de Chine au début de l'épidémie. Donc c'est ces instruments de mesure-là qui vont nous permettre de savoir comment on répare là où c'est cassé. Ça veut dire que l'absentéisme, alors tout seul, bien évidemment, il faut pouvoir le croiser, pouvoir l'affiner, pour justement, le taux d'absentéisme en lui-même, il faut déjà déterminer quel type d'absentéisme on veut regarder. Si on regarde l'absentéisme lié à des congés ou des formations, j'ai envie de dire, c'est bien, au moins les gens, c'est un bon indicateur, enfin, ça peut être un indicateur sur les gens prennent leur congé, il n'y a pas de présentéisme par exemple, ou vont en formation, c'est bien. Mais après, voilà, si on veut aller sur des histoires des situations de santé ou de pathologie, c'est avoir un peu les types d'absentéisme, arrêt maladie, maladie de longue durée, maladie ordinaire, accident du travail, accident de trajet. Donc pour qualifier cet absentéisme-là, et bien évidemment, un chiffre en lui-même, il est important de le creuser, de l'affiner, de le suivre, de le croiser pour se poser les bonnes questions, parce qu'un chiffre en lui-même ne va pas nous dire beaucoup de choses. Il va renvoyer à différentes réalités. On peut très bien être absent pour maladie parce qu'on s'est pété une jambe au ski. Et à la limite, l'entreprise n'a rien à voir là-dedans. Mais on peut être absent pour d'autres raisons, comme des conditions de travail, des risques psychosociaux, des choses comme ça, ou des conditions de qualité de vie au travail dégradées. Donc il est important de creuser ce chiffre-là, cet indicateur-là, pour avoir justement un état des lieux. Donc aller creuser, aller faire des enquêtes, aller faire un diagnostic pour savoir effectivement quels sont les événements qui mènent à cet absentéisme et avoir après derrière un plan d'action adapté. Alors, dans l'absolu, et je dis bien dans l'absolu parce qu'on va se rendre compte que quand on est dans le concret, la réalité est beaucoup moins dorée. Une fois qu'on a ces éléments-là, qu'on sait qu'il y a une pathologie chronique dans un service particulier parce que les salariés ont une habitude et que cette habitude-là mène un virus, par exemple, ou qu'on a des risques psychosociaux ou des troubles musculo-squelettiques, etc., normalement, on devrait pouvoir se retourner vers la médecine du travail. Ça, c'est l'outil qui nous est proposé dans la liste des outils qui sont à disposition des uns et des autres. Sauf qu'il n'y a plus de médecin du travail. Il y a des services de santé au travail aujourd'hui.
Oui, des services de santé au travail qui sont désertés par des médecins. Et c'est quand même le sujet, comment aujourd'hui on s'en sort sans avoir un médecin du travail dont c'est le métier de vérifier la santé des salariés dans l'entreprise. Parce que le médecin du travail, c'est pas un médecin généraliste qui va vous soigner la grippe. Le médecin du travail, c'est un médecin qui va réaliser et observer ce qui se passe dans une entreprise et faire un rapport. Si on n'a plus cette personne de l'art médical pour le faire, comment on va faire à terme, une fois qu'on aura tué la médecine du travail, après avoir tué le CHSCT? Alors, bon, avant d'en arriver là, il faut savoir que dans les services de santé au travail, il y a d'autres acteurs également. C'est-à-dire que le médecin, aujourd'hui, c'est un peu aussi un coordinateur, ou en tout cas une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on peut aussi travailler avec les ergonomes des services de santé au travail, qui peuvent, par exemple, on parlait des troubles musculo-squelettiques, on peut travailler, faire des enquêtes et des études de poste, des études des conditions de travail avec ces ergonomes pour pouvoir réfléchir sur l'activité et le lien avec la santé et essayer de travailler l'adaptation du travail à l'homme et pas l'inverse. Donc on peut aussi s'appuyer sur ce type de ressources qui existent dans les services de santé au travail pour avancer, parce que le médecin du travail aujourd'hui, il est toujours présent, mais effectivement, il est un petit peu pris. Il a un staffing assez important. Donc, on peut s'appuyer sur les autres ressources qui existent dans les services de santé au travail. On parlait des risques psychosociaux. Il y a des psychologues du travail dans les services de santé au travail qui peuvent venir dans les entreprises faire des études. Alors, ça sera des études focalisées. Et ensuite, derrière, autres acteurs ressources qui peuvent exister sont les cabinets, bien sûr, experts sur ces situations-là, qui peuvent accompagner pour faire des études, des enquêtes, faire des diagnostics approfondis et qui ont les ressources pour pouvoir, bien évidemment, accompagner les CSE sur ces sujets. Alors, ça fait très longtemps qu'on a besoin des organismes qui font ce type d'audit, parce que ça fait très longtemps que les médecins n'ont même plus le temps d'aller se déplacer dans les réunions des CHSCT à l'époque et des CSSCT aujourd'hui. Pour les justes, je voulais amener un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils sont toujours là, et il faut, dès qu'on est élu CSE, moi, j'invite à chaque formation des CSE, je les invite fortement à prendre contact directement avec le médecin du travail. C'est-à-dire à vérifier déjà que sur l'affichage obligatoire dans l'entreprise, il y ait bien le bon médecin du travail qui soit indiqué, ou le bon service de santé au travail avec le nom du médecin qui soit indiqué. C'est un affichage obligatoire, donc première action. Et puis de prendre contact, de prendre son téléphone et de prendre contact directement avec le médecin du travail, se présenter, créer un lien, parce que demain, on peut être amené par exemple à faire une enquête paritaire et avoir un salarié qui ne va pas bien. Et si on a le lien avec le médecin du travail, c'est plus facile de le réorienter, par exemple. Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai eu en ligne un service de santé au travail qui me disait qu'elle était en train de répondre à des courriers de salariés en disant qu'elle n'était pas en capacité de fournir les dates de visite médicale parce qu'il n'y avait plus de staff pour le faire. C'est pour ça qu'il y a des infirmiers maintenant qui prennent aussi la relève. Un infirmier n'étant pas un médecin, il n'a pas les mêmes compétences. Et donc là c'est un vrai problème. Et peut-être qu'il faudrait voir comment les élus peuvent agir dans la négo. Donc là, on va être obligé de faire intervenir les délégués syndicaux, puisque ce sont eux qui négocient, pour mettre en place des procédures qui peuvent éviter d'avoir l'obligation d'avoir un médecin du travail qui est de plus en plus un fantôme, quoi. Qui se voit de moins en moins en réunion. Et c'est vrai qu'on a moins cette ressource-là. Il y a même des entreprises qui sont allées négocier des partenariats avec des médecins de ville, ou des organisations. Alors, ça se fait. Alors, le service de santé au travail que j'ai eu hier m'a dit, on a libéré le numerus clausus, on va avoir des médecins du travail, mais il faut 10 ans pour en former un. Oui, et pendant 10 ans, comment on agit sur les pathologies, comment on prévient? Oui, non, mais ça, les énarques ont décidé qu'on allait en former, ils n'ont pas réalisé qu'est-ce qu'il va falloir faire jusqu'à ce qu'on en ait. C'est souvent le cas quand on prend des décisions organisationnelles, il y a le temps de la décision qui est court, à la limite, qui peut être court, encore que, ça dépend, et puis il y a le temps de la réalisation et de l'intégration dans le fonctionnement. C'est comme les voitures électriques. On nous vend des voitures électriques, mais on n'a pas les centrales nucléaires pour avoir le courant dans la prise. C'est un peu... Oui, et donc il y a le temps, c'est toute la notion aussi de l'accompagnement au changement. Et on pourrait l'élargir à d'autres sujets de l'accompagnement au changement organisationnel, où si on veut réduire ce temps et si on veut pouvoir passer le cap, il faut du coup mettre en place des actions pour accompagner les salariés et les organisations pour pouvoir gérer pendant ce temps-là. D'où l'importance de cette semaine de la qualité de vie au travail, où c'est le moment de déclencher des actions dans l'entreprise, parce que peut-être que vous n'aurez pas de prétexte pour les déclencher à un autre moment avec l'employeur, que de dire, voilà les soucis qu'on a dans l'entreprise, voilà les audits qu'on a fait, on ne peut pas avoir de médecin du travail disponible, comment on fait pour les résoudre en interne?
C'est déjà mettre en place, réfléchir ensemble avec l'employeur, sa CCT, CSE, pour comment on prévient le plus en amont possible pour éviter qu'on en arrive à des pathologies. Et après, avec malheureusement des situations de restriction ou d'inaptitude en fin de chaîne. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup, Maude. Merci, Jacques.